En Guinée, les principaux initiateurs des manifestations anti-Condé punis pour leur initiative, un tribunal de Conakry les a condamnés mardi à des peines allant de 6 mois à 1 an de prison ferme. Décès mardi d'un des cerveaux présumés du meurtre de 2 experts de l'ONU en 2017 dans le centre de la République démocratique du Congo. José Chiboaboua est décédé en détention préventive. La lutte contre l'épidémie d'Ebola au cœur d'une rencontre, les ministres de santé de 10 pays d'Afrique centrale ont planché sur le renforcement de leur collaboration. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les principaux initiateurs des manifestations anti-Condé en Guinée, punis pour leur initiative, un tribunal de Conakry, en effet, les a condamnés mardi à des peines allant de 6 mois à 1 an de prison ferme. Reportage. Des manifestations agitent la Guinée depuis une semaine et ont fait une dizaine de morts. Dans un tribunal placé sous protection policière de la capitale Conakry, le jugement rendu a reçu comme réplique dans la salle des cris de l'assistance qui martelaient « Justice corrompue ». D'après l'un des avocats des prévenus, il s'agit d'un procès unique dirigé par des magistrats sous influence de l'exécutif. Une manière, d'après la même source pour le pouvoir, d'intimider la population afin d'avertir quiconque essaie de s'opposer au projet de 3e mandat du président Alpha Condé sera jugé et condamné. Le coordinateur du Front National pour la défense de la Constitution a été condamné à 1 an de prison ferme et 4 autres responsables à 6 mois ferme. Ils étaient jugés pour avoir causé des troubles graves aux yeux de la justice guinéenne en appelant à manifester et à paralyser l'économie à partir du 14 octobre pour faire obstacle à un éventuel 3e mandat du président Condé en 2020. 3 autres prévenus ont été relaxés. Les avocats des intéressés ont dit leur intention de faire appel. Mais nous n'étions pas surpris parce que nous l'avons dit en venant à ce procès, nous savions que tout était perdu à l'avance. Mais nous continuons à nous battre pour défendre les libertés consacrées par la Constitution. Je me sens dehors, mais je ne me sens pas libéré dans la mesure où déjà j'ai mes camarades qui sont en prison et je sors avec beaucoup de peine parce que je trouve aussi qu'il y a des citoyens guinéens qui sont morts et des enquêtes n'ont même pas encore été ouvertes pour ces citoyens guinéens. Je sors peiné et je sors de plus en plus engagé pour défendre cette liberté, pour défendre cette constitution. Parce que je pense que la survie de la nation en dépend. Il faut défendre cette liberté, même au prix de notre vie, au prix de ces citoyens qui sont morts sous les balles des forces de l'ordre. Les défenseurs des droits humains dénoncent un usage excessif de la force par les services de sécurité, des arrestations arbitraires et une répression visant à faire taire l'opposition. Décès mardi de l'un des cerveaux présumés du meurtre de 2 experts de l'ONU en 2017 dans le centre de la République démocratique du Congo. José Chiboaboua est décédé en détention préventive. José Chiboaboua est le 3e suspect décédé pendant sa détention dans le cadre du procès sur l'assassinat des experts onusiens devant la cour militaire de Kananga qui dure depuis 2 ans. L'homme était gravement malade. Il n'arrivait même pas à se tenir debout pour comparaître lors des audiences devant la cour militaire, d'après une source pénitentiaire. À l'époque du double meurtre de Zaïda Catalan et Michael Sharp, il était collaborateur bénévole de la puissante Agence nationale des renseignements, selon des témoignages donnés lors des audiences publiques. Il avait participé aux préparatifs du voyage des experts onusiens dans un hôtel de Kananga en mettant à leur disposition des motards qui les avaient emmenés jusqu'au village Moyo Muzwile, où les 2 enquêteurs onusiens avaient été tués en mars 2017. 3 mois après le meurtre de ces experts, il était recruté à la Direction générale de la migration du Kasaï central. Les 2 experts onusiens enquêtaient sur des fosses communes au cours du conflit armé qui opposait les forces de sécurité à la milice Kamouina Nzapu au Kasaï. Ces violences avaient éclaté après la mort du chef coutumier Kamouina Nzapu, tué par les forces de sécurité le 12 août 2016. La lutte contre l'épidémie d'Ebola au cœur d'une rencontre, les ministres de la Santé de 10 pays d'Afrique centrale ont planché sur le renforcement de leur collaboration afin d'endiguer le phénomène. Reportage.
Les décideurs politiques en charge de la santé en Afrique centrale sont déterminés à venir à bout de l'épidémie d'Ebola qui a fait plus de 2170 morts en République démocratique du Congo. Le ministre congolais de la Santé et ses homologues des 9 pays voisins de la RDC ont échangé lundi à Goma sur la possibilité de développer un cadre de collaboration transfrontalière pour une réponse à l'épidémie à la maladie à virus Ebola. Ce mécanisme vise à assurer un partage opportun des informations critiques pour une réponse rapide et un contrôle de cette épidémie, ainsi que le renforcement de la surveillance sanitaire transfrontalière. Organisé en partenariat avec l'OMS et le Centre africain de prévention et de lutte contre les maladies, la réunion des ministres de la Santé a regroupé la RDC, l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo, le Rwanda, le Soudan du Sud, l'Ouganda, la République unie de Tanzanie et la Zambie. Parmi les voisins de la RDC, seul l'Ouganda a enregistré 4 cas d'Ebola sur son territoire. Des milliers de personnes traversent chaque jour les frontières entre la RDC et ses 9 voisins. C'est la 10e épidémie d'Ebola sur le sol congolais depuis 1976. Après évaluation, l'OMS a maintenu vendredi l'épidémie en cours en RDC comme une urgence sanitaire mondiale. De nombreux civils libyens sont pris entre deux feux dans la bataille qui fait rage depuis près de 7 mois autour de la capitale libyenne Tripoli. C'est ce qu'a déploré ce mardi Amnesty International. L'organisation de défense des droits de l'homme a évoqué des possibles crimes de guerre. Selon Amnesty International, de nombreux civils libyens sont pris entre deux feux dans la bataille qui fait rage depuis près de 7 mois autour de la capitale libyenne Tripoli. Dans un rapport rendu public, l'ONG a déclaré que les belligérants qui prennent part à cette bataille tuent et mutilent de très nombreux civils en lançant des attaques à l'aveugle et en utilisant tout un arsenal d'armes explosives imprécises dans des zones urbaines peuplées. Les combats ont fait au moins 1093 morts et 5752 blessés, dont des dizaines de civils et forcés. Plus de 128 000 personnes ont quitté leur foyer, selon un bilan de l'ONU en juillet. Les troupes du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, ont déclenché une offensive le 4 avril dernier pour s'emparer de Tripoli, mais se heurtent depuis à une opposition farouche des forces loyales au gouvernement d'union nationale, reconnue par la communauté internationale. L'Organisation de défense des droits de l'homme dit s'être rendue sur 33 sites visés par des frappes à Tripoli et aux alentours et fait état de preuves de possibles crimes de guerre imputables aux deux camps. L'organisation, qui affirme avoir dépêché des enquêteurs des deux côtés de la ligne de front, a noté un mépris systématique envers le droit international, favorisé par l'approvisionnement continu des deux camps en armement, en violation de l'embargo sur les armes imposé par l'ONU à la Libye. 3 mois continuent des agressions contre des manifestants pro-démocratie par des hommes suspectés d'appartenir aux triades. À Hong Kong, des policiers anti-émeutes ont tiré lundi du gaz lacrymogène en direction de manifestants qui bloquaient des rues. Reportage. Des dizaines de milliers de personnes ont pris part à un rassemblement non autorisé mais pacifique. Très vite, les choses ont dégénéré quand des militants radicaux ont jeté des cocktails Molotov et des pierres sur un poste de police, des sociétés chinoises et des stations de métro. Les forces de l'ordre ont répliqué en faisant usage de canons à eau, de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. Le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi a fustigé lundi la violence pure et simple des manifestants à Hong Kong, estimant qu'elle était encouragée par des forces étrangères. L'autorité s'est également dite convaincue que le gouvernement de la région administrative spéciale réussira à rétablir l'ordre social et le respect de l'état de droit en toute conformité avec la loi et qu'avec le soutien de Pékin, Hong Kong continuera à appliquer la politique d'un pays de système. Wang Yi a également dénoncé le fait que certains médias étrangers, au mépris total de la réalité, qualifient ces violences de mouvements démocratiques et pacifiques et n'hésitent pas à qualifier les actions de la police de violence. La police de Hong Kong a officiellement présenté ses excuses lundi pour la première fois depuis le début en juin du mouvement de contestation après avoir projeté la veille sur une mosquée de la teinture bleue pendant une opération de dispersion de manifestants.
Les Libanais semblaient déterminés mardi à ne pas démordre l'annonce du moins la veille de réformes économiques d'urgence. Ne les ayant pas convaincus, ils ont eu un 6e jour de rassemblement contre la classe politique. Mardi, comme si les annonces du pouvoir n'avaient pas eu lieu, de nouveaux barrages ont été érigés sur plusieurs artères du centre de Beyrouth au Liban et les appels à de nouveaux rassemblements dans les principales villes agitaient les réseaux sociaux. Les banques restaient fermées, prolongeant la paralysie partielle du pays, et une petite armée de bénévoles nettoyait le cœur de Beyrouth pour faire place avant le retour attendu des manifestants dans la journée. Comme à la fin de la guerre civile en 1990, les infrastructures du pays sont en déliquescence et les Libanais font face à des coupures quotidiennes d'eau et d'électricité. Lundi, la foule a accueilli avec un scepticisme mêlé de colère les annonces du Premier ministre Saad Hariri qui se résumaient en des mesures contre la corruption, promesses de ne plus imposer de nouveaux impôts, programme de privatisation pour lutter contre la gabegie des services publics, aide en faveur des plus défavorisés, entre autres. Mais dès le discours de Hariri, les slogans phares de la contestation ont retenti de plus belle, notamment celui réclamant le départ immédiat de l'ensemble de la classe politique. Selon l'universitaire et chercheur en sciences politiques Karim El Moufti, il aurait fallu des mesures beaucoup plus radicales au-delà des annonces économiques d'urgence pour convaincre les Libanais qui réclament un vrai partage du fardeau en période de crise et une refonte en profondeur du système. Il faut dire que le mouvement de colère a pris la classe politique par surprise, déclenché par l'imposition jeudi d'une nouvelle taxe sur les appels passés via la messagerie WhatsApp. Mais l'annulation rapide de celle-ci n'a pas empêché la colère de grandir. L'issue du mouvement semblait mardi plus incertaine que jamais. Ce sera donc tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie d'un programme de SICA.